Épictète, le grand philosophe stoïcien, disait autrefois, la clé est de fréquenter uniquement des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait émerger le meilleur de vous-même. Vous avez probablement entendu l'adage selon lequel vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée à travers une lentille stoïcienne. Nous discuterons des 7 types de personnes susceptibles de compromettre votre progression dans la philosophie stoïcienne. Et comment naviguer dans ces relations complexes. Avant de commencer, j'apprécierais si vous pouviez liker la vidéo, afin de m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Premier type de personne, le râleur. Nous avons tous cet ami, membre de la famille ou collègue qui semble trouver des défauts dans tout, que ce soit le temps, leur travail, ou même la nourriture dans un restaurant populaire. Il ne manque jamais une occasion d'exprimer leur mécontentement. Vous pourriez vous demander, pourquoi cela devrait-il me concerner? Je peux simplement les ignorer. Bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Une exposition constante à une telle négativité a un effet épuisant sur votre bien-être mental. C'est un peu comme un robinet qui fuit, épuisant lentement votre réservoir d'énergie émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur des solutions actionnables plutôt que de nous attarder sur les problèmes. Par exemple, imaginez que vous collaborez sur un projet avec quelqu'un qui se plaint constamment. Chaque réunion se transforme en une session épuisante de plaintes sans aucun dialogue constructif. L'impact, le moral de l'équipe diminue. Vous êtes détourné de la recherche de solutions actionnables. Et vous retrouverez probablement de plus en plus désenchanté par le projet, voire par la vie en général. Alors, comment le stoïcisme nous aide-t-il à faire face à un râleur? Il existe plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser. Premièrement, limitez votre exposition à cette personne autant que possible. Si cela n'est pas possible, peut-être parce qu'il s'agit d'un membre de votre famille ou d'un collègue. Votre deuxième option est de vous distancer mentalement pendant leur diatribe. Pensez à leur plainte comme à une tempête passagère, bruyante et perturbante, mais finalement temporaire et impuissante face à la tranquillité intérieure inébranlable que vous possédez. Votre troisième option est de diriger la conversation vers des solutions ou de changer de sujet pour quelque chose de plus constructif. Pour citer Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. Cette sagesse stoïcienne intemporelle nous encourage à protéger notre paix mentale avec diligence, veillant à ce que la négativité des râleurs chroniques ne nous dévie pas de notre voie stoïcienne de résilience et de vertu. Deuxième type de personne, l'aimant à drame. Imaginez que vous naviguez dans votre vie comme si elle était un navire voguant sur des eaux calmes. Mais vous rencontrez le tourbillon connu sous le nom d'aimant à drame. Cette personne semble avoir une série sans fin de crises, de conflits ou de controverses. Et comme un tourbillon, ils ont la capacité perturbante de vous entraîner dans leur vortex de chaos. Vous pourriez être initialement attiré par l'énergie de l'aimant à drame, la prenant pour de la passion ou de l'excitation. Cependant, vous vous rendrez bientôt compte que se trouver dans leur sphère, c'est comme naviguer un navire à travers une tempête, épuisant et dangereux. Maintenant, ce qui rend le traitement des aimants à drame si délicat, c'est que leurs crises peuvent souvent sembler être les vôtres. Leur chaos est contagieux. Vous pourriez même vous retrouver impliqué dans des conflits auxquels vous n'aviez pas initialement participé. Prenons un exemple pratique. Vous avez un ami qui a souvent des différends avec d'autres personnes dans votre cercle social. Aujourd'hui, il ne parle pas à Sarah. Demain cet homme, votre ami vient vous demander conseil. Mais vous remarquez que ce cycle ne finit jamais. Et soudain, vous vous retrouvez également en désaccord avec Sarah ou Tom parce que vous avez essayé d'intervenir. Dans ce cas, vous pourriez utiliser une technique appelée écoute réfléchie. Au lieu d'offrir des conseils ou de prendre parti, reflétez leurs mots. Par exemple, s'ils disent « Je n'arrive pas à croire que Sarah ait dit ça sur moi », vous pourriez répondre « Donc tu te sens trahi par les mots de Sarah ». Cette technique vous permet d'offrir un soutien émotionnel sans vous enchevêtrer dans le drame vous-même. Une autre approche, et une qui peut sembler contre-intuitive, est de devenir sélectivement indisponible. Le stoïcisme nous rappelle de valoriser notre temps hautement. Et parfois cela signifie être indisponible pour les crises des autres. Surtout si elles se produisent sans cesse sans résolution. Éteignez votre téléphone pendant certaines heures. Créez des périodes de concentration où vous vous concentrez uniquement sur votre travail ou votre développement personnel. Et faites savoir que pendant ces moments, vous ne devez pas être dérangé. Pour paraphraser Sénèque, le vrai bonheur est de jouir du présent sans une dépendance anxieuse envers l'avenir. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous traitez avec des aimants à drame. Au lieu de vous demander anxieusement quelle crise se produira ensuite, concentrez-vous sur le moment présent où vous avez le contrôle. Profitez de votre vie et ne laissez pas quelqu'un d'autre perturber votre sérénité avec son drame. Faites en sorte de naviguer calmement votre navire, évitant les tourbillons qui menacent votre voyage vers la croissance personnelle et la tranquillité. Imaginez ceci, vous êtes un artiste peignant une toile. Chaque coup de pinceau ajoute de la couleur, de la profondeur et de la vie à votre vision. Entre le détracteur, ils entrent dans votre studio, jettent un coup d'œil à votre travail et commencent immédiatement à le critiquer. Es-tu sûr de cette couleur? Ça n'a pas l'air réaliste. Tu sais, la plupart des artistes ne réussissent jamais, n'est-ce pas? Leurs mots, comme des coups de pinceau gris, commencent à ternir votre toile vibrante. Ce n'est pas votre critique constructive habituelle.
qui peut être précieuse. Au lieu de cela, c'est une aura persistante de doute et de négativité. Par exemple, imaginons que vous soyez enthousiaste à l'idée de poursuivre une nouvelle voie de carrière. Vous avez fait vos recherches, parlé à des professionnels du domaine, et peut-être même suivi quelques cours préliminaires. Lorsque vous partagez votre enthousiasme avec le détracteur, il liste rapidement toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Le marché est trop compétitif. As-tu les bonnes compétences? Et si tu échoues? Bientôt, leurs doutes commencent à ressembler aux vôtres et la vision que vous aviez confiance commence à vaciller. Maintenant, comment faites-vous face à un détracteur? Surtout quand il peut être quelqu'un de proche. Une méthode non conventionnelle mais efficace est de leur demander des conseils plutôt que de simplement partager vos plans ou aspirations. Lorsque les gens sont mis dans un rôle de conseiller, ils sont moins susceptibles d'attaquer directement vos idées et peuvent offrir des commentaires plus constructifs. Une autre méthode consiste à inverser le scénario à travers une technique appelée confrontation positive. Au lieu d'absorber leur négativité, mettez-les au défi de réfléchir à des solutions. S'ils disent « Tu ne pourras jamais changer de carrière à ce stade », contre-attaquez avec une perspective intéressante. Comment pensez-vous que quelqu'un pourrait réussir à changer de carrière alors? Cela détourne non seulement la négativité, mais encourage également une conversation plus constructive. Rappelez-vous les mots du philosophe stoïcien Épictète. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Écouter ne signifie pas absorber toute la négativité. Cela signifie discerner les commentaires précieux du simple bruit. Lorsque les détracteurs commencent à obscurcir votre toile avec leurs nuances de doute, prenez du recul. Écoutez, réfléchissez et continuez à peindre votre propre vie avec les couleurs qui vous parlent. Ne laissez personne transformer votre chef-d'œuvre vibrant en un paysage gris-terne. 4e type de personne, la victime. Imaginez la vie comme un jeu d'échecs. Chaque joueur a les mêmes pièces et le même objectif. Mettre le roi de l'adversaire en échec. Vous pensez stratégiquement. Faites quelques sacrifices et prenez quelques risques. La victime, cependant, blâme l'échiquier, les pièces ou même leur adversaire pour chaque mauvais coup qu'ils font. À leurs yeux, ils sont perpétuellement en échec et mat. Non pas à cause de leur choix, mais à cause d'une force externe qui agit contre eux. Leur récit est un conte de malheur sans fin, avec eux-mêmes comme le protagoniste impuissant. Je ne peux pas avancer dans mon travail parce que mon patron ne m'aime pas. Ou, je ne peux pas me mettre en forme parce que j'ai une mauvaise génétique. Il est crucial de noter que certaines personnes font face à de véritables difficultés et à des problèmes systémiques. Cependant, la victime dont nous parlons utilise sa situation comme une excuse permanente, refusant de prendre toute responsabilité pour ses actions ou leur absence. Vous pourriez vous retrouver embourbé dans leur histoire. Peut-être comme le personnage de soutien qui doit constamment les sauver. Disons que vous avez passé des heures à écouter un ami blâmer leur série sans fin de relations échouées entièrement sur leurs ex-partenaires. Non seulement cela vous prend du temps, mais cela peut aussi subtilement vous encourager à adopter un état d'esprit similaire de victime dans votre propre vie. Alors, quel est votre mouvement lorsque vous traitez avec une victime? Surtout quand il pourrait être quelqu'un de proche, il pourrait être tentant de devenir leur sauveur, en offrant des conseils sans fin et un soutien émotionnel. Mais les stoïciens mettraient en garde contre cela. Ils recommanderaient de tracer une limite ferme pour protéger votre propre état mental. Vous pourriez utiliser une technique appelée détachement compatissant. Montrez de l'empathie et de la gentillesse. Mais ne cherchez pas à les sauver des situations qu'ils doivent naviguer eux-mêmes. Offrez une oreille attentive mais abstenez-vous de devenir leur résolveur de problèmes perpétuels. Marcus Aurèle disait autrefois, la meilleure revanche est de ne pas être comme celui qui a commis l'injustice. Si vous vous retrouvez emporté par le récit de la victime, résistez à l'envie de devenir l'un d'eux. Prenez le contrôle de votre propre plateau de jeu. Faites vos mouvements. Et rappelez-vous, dans le jeu d'échecs de la vie, être perpétuellement en échec et mat est souvent un choix, pas un destin. Gardez vos pièces en mouvement. Faites des sacrifices stratégiques quand c'est nécessaire. Et jouez non pas pour la vengeance ou la pitié, mais pour la croissance et la sagesse. Vous connaissez cette personne. Il dégage toujours de la lumière, des arcs-en-ciel et des flux sans fin d'émoticônes. Ceux qui vous disent simplement d'être heureux quand vous traversez une période difficile, en ignorant vos sentiments et vos expériences d'un geste désinvolte de positivisme étincelant. Imaginez votre vie comme un jardin. Il y a des fleurs mais il y a aussi des mauvaises herbes et des parasites. Un positiviste toxique insiste pour ignorer tout ce qui n'est pas une rose en fleurs. Avez-vous des pucerons sur vos feuilles? Concentrez-vous simplement sur les fleurs. Ne laissez pas la négativité entrer dans votre jardin, dirait-il. Bien que cela semble stimulant, leur approche peut vous faire sentir invalidé et déconnecté de la réalité. Supposons que vous traversiez une rupture difficile. Vous êtes triste, confus et en quête d'un certain équilibre émotionnel. Le conseil du positiviste toxique? Il y a plein de poissons dans la mer. Souriez simplement et soyez heureux. Ce genre de positivisme excessif néglige les complexités de l'émotion humaine et les réalités des défis de la vie. Comment cultivez-vous votre jardin sans laisser le positiviste toxique le piétiner avec leur dispersion indiscriminée de bonnes vibrations? Une stratégie consiste à les impliquer dans une discussion qui embrasse à la fois la lumière et l'ombre.
S'ils disent « Regarde le bon côté. Au moins tu as la santé », vous pourriez répondre « Oui, je suis reconnaissant pour ma santé. Mais il est aussi normal que je me sente bouleversé par ce problème spécifique. » Les deux peuvent coexister. Vous pouvez également utiliser ce que les psychologues appellent la granularité émotionnelle. La capacité à ressentir et à différencier une large gamme d'émotions, à la fois positives et négatives. Lorsque le positiviste toxique vous pousse à être simplement heureux, prenez un moment pour reconnaître et étiqueter vos sentiments nuancés. Je me sens un peu mélancolique aujourd'hui à cause de X. Et c'est normal. Peut-être une affirmation libératrice. Pour faire référence à la pensée stoïcienne. Sénèque disait autrefois, le vrai bonheur est de comprendre nos devoirs envers Dieu et les hommes. De profiter du présent, sans une dépendance anxieuse envers l'avenir. Noter l'équilibre, comprendre les devoirs, qui ne sont pas toujours plaisants, et profiter du moment présent. L'approche stoïcienne ne consiste pas à se concentrer uniquement sur le positif ou le négatif, mais à embrasser la complexité de la vie avec équanimité. Donc, la prochaine fois que le positiviste toxique répandra ses confettis sur votre jardin soigneusement entretenu, prenez du recul. Souvenez-vous, un jardin a besoin à la fois de soleil et de pluie pour s'épanouir. Adoptez votre spectre émotionnel complet, et continuez à cultiver votre jardin avec la richesse et la complexité qu'il mérite. Sixième type de personne, le manipulateur. Imaginez votre vie comme un scénario de film. Vous êtes le personnage principal, et vous avez une idée de comment votre histoire devrait se dérouler. Où se trouvent les rebondissements? Qui sont vos alliés et mentors? Et à quoi ressemble votre acte final? Entre le manipulateur, le producteur sombre qui réécrit subtilement votre scénario sans que vous vous en rendiez compte. Jusqu'à ce qu'un jour vous découvriez que votre histoire a dévié de son cours. Le manipulateur est habile dans l'art de la manœuvre émotionnelle ou psychologique. Ils peuvent utiliser des compliments, des manipulations de culpabilité, ou même la tromperie pour vous diriger dans une direction qui les avantage. Vous pourriez avoir un ami qui parvient toujours à vous faire payer le dîner en disant quelque chose comme « Tu sais, j'ai eu un mois difficile et tu es tellement réussi. Ça ne signifierait pas grand-chose pour toi mais ça rendrait ma journée meilleure. » Au fil du temps, vous découvrez que votre générosité a été exploitée. Et les trahir vous met mal à l'aise parce qu'ils l'ont présenté comme un service à un ami dans le besoin. Gérer un manipulateur peut être une affaire délicate. Une méthode pour contrer leur tactique est ce que certains experts appellent le brouillard. Cette technique consiste à être d'accord avec toute vérité dans les déclarations du manipulateur mais à refuser d'être ému par la coercition émotionnelle. S'ils disent « Tu as tellement de succès, tu devrais payer le dîner », vous pourriez répondre « Tu as raison, j'ai réussi, mais partageons l'addition. » Comme d'habitude. Une autre approche consiste à fixer des limites claires et à les faire respecter. Si le manipulateur veut que vous lui prêtiez de l'argent ou que vous vous engagiez dans des tâches qui vous mettent mal à l'aise, apprenez à dire non. Non est une phrase complète. Disent les stoïciens. Et ils avaient raison. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle, choisissez plutôt dire, c'est la mort qu'il faut craindre, plutôt que de dire, il ne m'est pas agréable de mourir. En d'autres termes, fixez des limites fermes et respectez-les, même si cela signifie affronter le malaise temporaire de leur désapprobation. La prochaine fois que le manipulateur tentera de réécrire votre scénario, tenez bon. Rappelez-vous que vous êtes le scénariste de votre propre vie. N'accordez pas votre plume à quelqu'un qui ne respecte pas votre vision. Septième type de personne, le faux ami. Vous connaissez cette personne. Ils se tiennent à vos côtés lors des soirées, sourient à vos blagues, et semblent toujours prêts à écouter vos histoires. Mais derrière votre dos, ils racontent des ragots, trahissent votre confiance, et peuvent même saboter vos efforts pour avancer dans la vie. Le faux ami est une ombre sombre dans la lumière de votre cercle social. Le plus insidieux de tous les types de personnes. Le faux ami peut être difficile à détecter au début. Ils peuvent se présenter comme des alliés. Mais au fil du temps, leurs actions révèlent leur vraie nature. Vous pourriez avoir un collègue qui semble vous soutenir dans votre recherche de promotion, mais qui, en privé, sabote activement vos efforts en discréditant votre travail devant le patron. Ou un ami qui vous encourage à poursuivre une relation amoureuse tout en flirtant secrètement avec votre partenaire. Traiter avec un faux ami peut être émotionnellement épuisant et psychologiquement blessant. Lorsque vous découvrez leur trahison, vous pouvez vous sentir blessé, trahi, et même induit en erreur de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs. Cependant, le stoïcisme offre un remède pour de telles blessures émotionnelles. En se concentrant sur ce qui est en votre pouvoir et en acceptant ce qui ne l'est pas. Les stoïciens nous rappellent que les actions des autres ne définissent pas notre propre valeur. Marcus Aurèle disait, ignore ce que dit cet homme, et regarde ce qu'il fait. Si vous découvrez que quelqu'un que vous considériez comme un ami vous a trahi, concentrez-vous sur les actions plutôt que sur les mots. Que pouvez-vous faire pour protéger vos propres intérêts et avancer avec intégrité? Peut-être est-il temps de fixer des limites claires avec cette personne. Ou peut-être est-il temps de les retirer complètement de votre cercle social. Quoi que vous décidiez, rappelez-vous que votre valeur personnelle ne dépend pas de l'opinion ou du comportement des autres. Vous êtes un être digne d'amour et de respect, indépendamment des actions de ceux qui vous entourent. Alors,
La prochaine fois que vous vous retrouverez face à face avec un faux ami, ne laissez pas leur trahison obscurcir votre lumière intérieure. Continuez à avancer avec confiance, en sachant que votre véritable valeur réside dans votre intégrité personnelle et votre force intérieure. En conclusion, l'importance de choisir judicieusement les personnes avec lesquelles nous passons du temps ne peut être surestimée. Les stoïciens nous rappellent que notre bonheur, notre bien-être mental et même notre progression sur la voie de la sagesse dépendent en grande partie des influences qui nous entourent. En identifiant et en naviguant habilement autour des 7 types de personnes susceptibles de compromettre notre progression stoïcienne, nous pouvons protéger notre paix intérieure et avancer avec confiance sur la voie de la vertu. Comme l'a dit Épictète, la clé est de fréquenter uniquement des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait émerger le meilleur de vous-même. Alors, choisissez sagement vos compagnons de voyage et avancez avec sagesse sur votre chemin stoïcien. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier, et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu stoïcien. Que votre voyage soit rempli de paix, de sagesse et de vertu.